Monsieur, dames, chers téléspectateurs de la télévision Tambara, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui reçoit sur ce plateau nos deux invités. Nous avons donc, j'ai à ma droite Monsieur Son Allah Dambaji, acteur de la société civile nigérienne. Monsieur Son Allah, bonjour et bonsoir autant pour moi. Bonsoir également à vous, Monsieur Daouda Bouraima. Vous êtes également acteur de la société civile nigérienne. Donc avec nos deux invités, nous allons décortiquer l'actualité nationale. L'actualité nationale, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale dédiée à la femme. Nous allons parler donc des avancées que la femme nigérienne a obtenues durant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce que la femme nigérienne n'a pas eu et comment est-ce qu'il faut aider cette femme nigérienne à aller de l'avant. Nous allons également en second point parler, comme vous le savez, de l'audit du ministère donc, de la Défense qui continue en tout cas d'animer donc les débats. Après la sortie, comme vous le savez, donc du porte-parole, ministre porte-parole du gouvernement, il y a eu également la sortie du SAMAN, le syndicat, et ensuite les jeunes avocats, le syndicat donc l'association des jeunes avocats, et suivi du ministre de la Justice. Et pour terminer, vous avez également suivi la déclaration du PNDS Tareya concernant toujours ce sujet. Nous allons parler également d'un sujet comme le SNEX, le syndicat des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur. Le SNEX, comme vous savez, qui est en débrayage depuis un bout de temps et qui a été assigné en justice par l'État du Niger et débouté par la justice. Voilà donc pour parler, comme je le disais, de ces points, nous avons sur ce plateau M. Son Allah et Daouda Bouraima. M. Son Allah, nous allons commencer avec vous, avec la Journée internationale de la femme. On aimerait savoir d'abord quelles sont, selon vous, les avancées que la femme nigérienne a obtenues depuis tout le temps où nous fêtons en même temps que les Nations Unies cette journée internationale. Merci madame. Le 8 mars, effectivement, c'est la journée internationale des droits de la femme et que du point de vue international et du point de vue particulier pour la femme nigérienne. En tout cas, il faut d'abord nous souhaiter bonne fête. Dans tous les cas, moi je considère que c'est une fête artificielle et qu'elle n'existe nulle part, ni dans nos cultures, ni dans nos mœurs. C'est juste, franchement, une fête. Mais pourquoi vous dites artificielle? Oui. Est-ce qu'il y a une fête artificielle? Dans tous les cas, c'est un débat ou bien c'est un dialogue. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui sur le plateau et qu'aujourd'hui ça parle de vous que vous allez maintenant prendre le parti. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est artificiel. Je pense bien que la journée, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme qui consacre le respect des droits de la femme. Voilà. Et dans ce cas d'espèce, je souhaite, comme vous l'exigez, bonne fête à toutes les femmes nigériennes et que nous souhaitons que, sincèrement, qu'elles maîtrisent le concept de ce que c'est le droit de la femme et non un concept périphérique en ce qui concerne le droit. Parce qu'aujourd'hui, le droit de la femme, sincèrement, c'est un ensemble de mécanismes qui concourent à restaurer la dignité et l'honneur de la femme. C'est là ma conception. Et qui parle de l'honneur et de la dignité de la femme, je pense bien c'est de lui consacrer le respect de ce droit de la première et deuxième génération. C'est-à-dire le droit à la vie, le droit à la circulation, le droit au développement tout court et le droit à la santé, etc. Et je pense bien que si on on fait la prospection par rapport au cas spécifique de la femme nigérienne, ce que, madame, je constatais un fait. Parce que toutes les organisations féminines, en tout cas, elles sont minoritaires, ceux qui veillent réellement dans le respect et la promotion des droits de la femme. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans le passé, la femme nigérienne a été plus respectée du point de vue honneur et dignité. Je m'explique. Aujourd'hui, vous voyez, dans le passé, en tout cas, vous ne voyez pas la femme, c'est un être extrêmement précieux à tel enseigne qu'il n'est pas à la portée de n'importe qui.
c'est la maman, c'est la sœur, c'est l'épouse. Et obligatoirement, elle a une bénédiction à telle enseigne que tout être humain est obligé de respecter la femme. Mais fort malheureusement, dans le processus du développement occidental, dans le processus de la globalisation tout court, nous avons constaté que cela a été en réalité désorienté. Parce que maintenant, on conçoit le droit de la femme en la restreignant en réalité dans le cadre strict d'une minorité des femmes. Parce que ce que j'aimerais dire, quand vous prenez aujourd'hui toutes les organisations féminines, vous rassemblez toutes les militantes qui militent dans ces corporations, en tout cas, elles ne valent pas le 1/10 de la population féminine du Niger. Et dans leur combat, elles ne priorisent pas l'intérêt général de ces femmes, mais elles ont toujours conceptualisé comment cette minorité va se retrouver, elle va accéder. Et c'est ça l'affaire du quota. Qu'aujourd'hui, c'est la seule préoccupation aujourd'hui que j'ai constatée. En tout cas, je ne généralise pas parce qu'il y a certaines structures qui veillent sur le respect des droits de la femme. Ça, il ne faut pas généraliser. Il y a des structures qu'il faut saluer au passage. Parce que c'est quoi le droit de la femme? C'est de veiller à son honneur, à sa dignité et au respect de la dignité tout court de la femme, parce que c'est vraiment un être exceptionnel de la vie, parce que qui dit femme, elle englobe tout. C'est comme le disent certains penseurs, c'est la mère de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Prenez même l'exemple. Toutes les organisations féminines, là, elles sont minoritaires, celles qui veillent à créer les conditions, quand vous prenez même du point de vue citadin. Les jeunes filles qui sont là, aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont plus exposées. Leur honneur est exposé, leur dignité est exposée. Et ces organisations féminines, je n'ai pas vu là où ils ont créé les conditions d'avoir des stratégies pour pouvoir empêcher cela ou bien diminuer cela. En cherchant ne serait-ce que des financements pour occuper ces jeunes filles, à ne pas faire la dépravation des mœurs, à ne pas exposer leur honneur, à ne pas exposer leur dignité. Mais on revient toujours dès qu'on parle de la femme, on parle du genre, et dès qu'on parle du genre, on parle du quota. Et le quota, ça concerne combien de femmes? Combien de femmes? Et moi, le système de quota là que vous défendez à chaque moment, le système de quota là que vous défendez à chaque moment, moi je vois que ça réduit même l'efficacité de la femme, parce que depuis les temps immémoriaux, la femme fait partie aussi, surtout au Niger. En tout cas, c'est une référence, même parmi des guerriers qui ont fait le combat pour la libération de l'Afrique. Et ça, quand je prends l'exemple de Saraounia, elle est là. L'exemple de Kassai, elle est là. Ce sont des femmes, des braves femmes qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'à leur temps, ils ont demandé l'histoire de quota? Quel quota? L'histoire de quota, c'est une manière en réalité de prendre le sobriquet. Ça ne regarde pas toutes les femmes. Ça ne regarde pas toutes les femmes. C'est les femmes instruites là qui sont là avec leur organisation, qui sont créées juste pour avoir créé les conditions à ce qu'elles accèdent aux fonctions de l'État. Et c'est là, ils ne priorisent pas les mérites et en réalité, ils ne priorisent pas l'efficacité, alors que si on laisse les femmes à leur propre chef, il y a beaucoup de femmes qui sont plus dynamiques que beaucoup d'hommes. Et quand on parle de quotas, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui n'est pas fiable, parce qu'en ce temps-là, même dans les organisations féminines, si tu ne fais pas partie de leur conglomérat de mafia, quel que soit oui. C'est des mafias. Oui, c'est des mafias. Je le dis et je l'assume. Okay. Tu auras des difficultés à accéder, quelle que soit ton efficacité, à pouvoir accéder à une fonction. On voit tout ce qui se passe entre elles. Donc ça là, je pense même que si vous voulez régler le problème, que les hommes vous accompagnent, il faut que vous fassiez un combat honnête qui englobe l'intérêt général de la femme. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas dans vos structures les structures qui veillent coûte que coûte au développement de la femme rurale. Or qu'au Niger, la femme rurale, elle est majoritaire par rapport à la population féminine aujourd'hui, au Niger. Et je n'ai pas vu une structure scrupuleusement qui veille à ce que la femme rurale soit mise dans des conditions minimales. Parce que allez-y en campagne voir comment elle souffre, s'il vous plaît. C'est à des occasions ponctuelles, comme cette date-là, que vous vous transportez dans les véhicules avec vos voisins et vous les retrouvez dans leur haillon
et vous leur distribuez quelques morceaux de pain et quelques morceaux du savon, et vous revenez, vous dites, comment vous allez... Nous sommes issus de ces zones rurales. Mais il ne faut pas me regarder. S'il vous plaît. Il faut regarder devant. Non, s'il vous plaît. Moi, je aujourd'hui, acceptez de souffrir aujourd'hui. Acceptez de souffrir de ce que nous allons dire sur vous, surtout les femmes citadines, ce que vous êtes en train de faire. On va dénoncer ça. D'accord. On va dénoncer ça parce que... il y a des acquis quand même. Il y a des acquis. Oui, mais ces acquis-là, moi, je ne peux pas vous dire les acquis parce que je ne les ai pas vus. Ah honnêtement, bon? Oui. À part les petits acquis que vous accaparez de vous, de ça. Quoi? Quel petit acquis? Dis-moi des acquis que vous avez eu à créer pour ces femmes rurales. Il n'y en a pas. Les seuls acquis, c'est la politique, en réalité, et du gouvernement. Mais on a transporté l'eau jusqu'à côté. Où ça? Des femmes. Où? Quelle structure? Donc ça fait longtemps que tu n'as pas... Ils sont minoritaires, ces femmes qui veillent sur ça, parce que j'ai vu une organisation des femmes, je n'ai pas vraiment, j'ai l'obligation de le connaître. Je vois des femmes qui se sont associées en créant des puits dans les zones rurales. J'ai dit, ils sont minoritaires, ces organisations, qui veillent réellement à l'indépendance et à l'autonomisation de la femme. Elles sont minoritaires. Si toutes les organisations féminines, là, elles font comme ces organisations féminines, qui veillent à l'intérêt général de la femme rurale, je suis convaincu que les gens seront obligés de vous accompagner et de vous respecter dans le processus. Mais maintenant, vous êtes ici à chaque moment. C'est vrai, vous parlez de 15% votre quota. On a amené ça à 25%. Un quota dont c'est un acquis pour vous. C'est un acquis pour vous, pour une minorité des femmes, mais pas pour la grande majorité des femmes. Donc je pense bien, non, souffrez quand même, madame, d'accepter qu'aujourd'hui, on est obligé aussi de parler de vous. Franchement, parce que c'est votre journée. Il faut qu'on vous dise, en réalité, là où vous avez failli, là où vous faillissez à chaque moment pour que vous puissiez corriger. Ce n'est pas parce qu'on est contre vous. Non. Ce n'est pas parce qu'on est contre vous. C'est pour que vous puissiez corriger les insuffisances que vous êtes en train de traîner sur votre dos, croyant que vous êtes en train de tromper les autres, croyant que les autres comprennent que réellement vous êtes en train de faire un combat féminin, alors que c'est un combat d'une minorité de la femme que vous êtes en train de faire. Soit nous acceptions le principe parce que vous avez utilisé tous les moyens nécessaires à votre disposition pour que ce soit des lois pour vous donner la grande part dans le processus de répartition au niveau des postes nominatifs et autres et électifs. Mais il faut quand même, nous vous lançons un appel, sincèrement, de veiller à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses qui sont en campagne. Franchement, ils ont un droit sur ça. Et vous devez, dans tous les cas, la promotion le ministère de la promotion de la femme, il est en train de nous écouter et nous souhaitons vivement qu'il ne se campe pas à seulement ces organisations tapis dans les rouages de la politique et dans les rouages de la société civile pour s'accaparer au nom de la femme, de tout ce qui revient au nom de la femme, qu'il songe à cette femme, la réelle, la vraie femme, qui répondait aux critères d'une femme en réalité dans le sens strict de la mère de l'humanité, celle qui est en campagne, que le ministère veille vraiment pour son développement. Mais il faut rehausser l'enveloppe aussi. Rehausser l'enveloppe. Mais écoutez, mais ça, c'est votre combat. Aujourd'hui, si vous dites que les organisations féminines, voilà un combat que vous devez faire. Rehausser l'enveloppe au niveau du ministère de la promotion de la femme, et vous faites un suivi qui va faire en sorte que l'enveloppe octroyée arrive à destination, c'est-à-dire au niveau de la grande majorité de ces femmes, et non vous vous accaparez pour aller faire des réunions à Washington, en France ou bien dans un autre État. Dans tous les cas, on est en train de vous dire ce que vous faites. Madame, je vous ai dit, acceptez de souffrir. On va vous dire ça. Et c'est dans le sens que vous pouvez vous amender par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas dit que toutes les organisations, parce que je vous ai suscité une organisation, celle qui consiste à faire les puits dans les zones rurales, c'est une organisation à saluer, l'œuvre qu'elle est en train de faire. Il y a des organisations, par exemple, les organisations qui veillent à couvrir ou à accompagner les femmes qui sont dans des situations difficiles, comme situation de vulnérabilité. Situation de vulnérabilité. Mais elles ne sont pas nombreuses, ces structures-là. C'est-à-dire les structures qui sont nombreuses, ce sont ces structures qui veillent sur l'aspect politique et politicien à la matière. Et c'est de ça qu'on vous parle. Sinon, on n'est pas en réalité contre systématiquement de votre combat, mais on veut que vous inscrivez votre combat
dans le sens de l'intérêt général de la femme nigérienne et non dans le sens de l'intérêt d'une minorité de la femme nigérienne. Ok, d'accord. Monsieur Daouda Bouraïba, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que lui, son Allah vient de dire, ou bien vous avez autre chose à augmenter? Bon, pour ce qui concerne la journée internationale de la femme qu'on est en train de commémorer aujourd'hui, 8 mars, une journée qui a été décrétée par l'ONU depuis 1977. Et je suis en partie d'accord avec son Allah. Mais peut-être, même si ce n'est pas dans le même angle que je vais donner les arguments, je crois que d'abord il faut faire la part des choses. On parle en termes de journée internationale, mais au niveau du Niger quand même, de la manière dont les femmes célèbrent ça, c'est comme si beaucoup de structures féminines n'ont pas compris la portée de cette journée. En réalité, vous avez demandé tantôt à son Allah de vous souhaiter bonne fête. En réalité, ce n'est pas un jour de fête, mais ça devait être un jour de revendication. C'est ça. Parce que si l'ONU a eu à prendre cette décision, en réalité, c'était parti d'un constat, surtout au niveau de la société occidentale, où la femme était en réalité considérée comme une personne entièrement à part. Donc, qui n'avait pas les mêmes droits que les hommes. Alors, on l'a institué. Maintenant, quand nous essayons de replacer la situation au niveau de notre pays, parce que les manières dont les femmes devaient faire leurs revendications peuvent dépendre également de quel type de société on est. Vous allez comprendre, il y a un certain nombre d'organisations dans leur communication ou dans leur combat. En réalité, ils essaient de faire du copier-coller de la société occidentale. Ça ne peut pas marcher avec notre société. Parce que dès qu'on dit journée de la femme, la première des choses qui vont venir, surtout à ce qu'on appelle femmes intellectuelles, ils vont parler en termes d'égalité entre hommes et femmes. Donc, même si par ailleurs, quand on part plus loin de l'égalité, le plus souvent, c'est la femme qui ne peut pas s'assumer dans cette égalité. Parce que ceux qui leur exportent ce genre de notions, mais au niveau de la gestion, par exemple, du foie, c'est un exemple que je prends. Mais est-ce que les femmes nigériennes musulmanes sont prêtes à accepter leur mode de gestion de leur foyer? Je suis sûr que ça serait difficile. Et vous constatez même pourquoi, quand parfois, certaines femmes qui essayent de plaquer la vision occidentale de l'égalité font des déclarations. Vous allez voir les associations des femmes musulmanes également rétorquer pour faire des contre-déclarations et montrer que, en tout cas c'est leur vision, le Coran a déjà donné tous les droits à la femme. Parce que, pourquoi on le dit avant l'avènement? Parce que ça, c'est les marabouts le disent et les femmes le donnent dans leur communication. Avant l'avènement de l'islam, mais écoutez, au niveau de la plupart des communautés, on arrivait même à enterrer les filles vivantes. Parce que les gens n'aiment pas avoir des filles parce que les filles sont considérées comme étant des charges. L'islam est venu, l'islam a aboli cela. Après la mort même du père ou du mari, on hérite même des femmes. Alors, c'est l'islam qui a même fait en sorte que, cette fois-ci, on ne doit pas hériter des femmes, mais la femme doit hériter des biens de son mari ou de son père. Je crois qu'à partir de là, il y a une évolution. Maintenant, quand on revient au niveau de la gestion de la chose publique,
vous parlez tantôt de la question de quota. En réalité, c'est que les femmes, même là, les femmes sont en train de reculer quand ce sont les femmes qui revendiquent que ça soit tel pourcent. Non, ce n'est pas affaire de tel pourcent. Quand on vote une loi sur le quota, la loi ne dit pas que ce sont les femmes, aux femmes qu'on doit donner obligatoirement tel pourcent. Mais on dit, c'est le quota par rapport au genre. Si on dit que c'est 30% par exemple, il faut que ça soit 30% pour les hommes ou pour les femmes. Maintenant, c'est là-bas seulement on peut voir les femmes quand il s'agit de la répartition des postes, parce que Damouji l'a dit et à sa juste titre, il y a deux catégories de femmes au Niger. Il y a une minorité qui est donc les intellectuels et les vraies femmes nigériennes, la femme rurale. Oui. Donc je sais de quoi ce que je parle. Parce que toutes les revendications que les organisations féminines portent, la plupart des revendications que les organisations portent, que ce soit pour avoir des acquis au niveau de l'intérieur ou bien avoir des acquis au niveau des partenaires extérieurs, on met en avance la condition difficile de vie de la femme. Mais est-ce que fondamentalement, ces femmes rurales sont en train d'avoir les retombées de cela? Parce que c'est à leur nom que ça se passe. Mais quand tu leur vois, les organisations faire assez de bouquins, il y a eu partage de postes. Et lors du partage de postes, il n'y a pas eu assez. Là, on peut les entendre. Et même là, si on n'arrive pas à avoir, les femmes n'arrivent pas du moins à avoir les 30% que la loi leur autorise pour le genre, mais c'est encore, le problème incombe également à la gente féminine. Parce que l'écrasante majorité de ceux qui sont dans les partis politiques que, entre guillemets, les leaders des partis politiques considèrent comme des bétails électoraux, mais ce sont les femmes. Il faut essayer de faire un sondage, même au niveau des recensements là. Vous allez constater qu'il y a plus de femmes qui partent pour faire recenser que d'hommes. Ça veut dire que si les femmes sont organisées, les femmes ont la possibilité d'imposer leur dictat aux hommes par rapport quand même à la chose politique. Oui. Et pourquoi j'ai dit que c'est toujours les femmes? Aujourd'hui, quand une femme même essaie de se présenter comme candidate, la majorité des votants sont des femmes. Ce sont même les femmes qui vont voter contre la femme qui est candidate. On a eu une preuve. Effectivement, Mme Bayra, elle a l'habitude d'être candidate ici. Combien de pourcents? Peut-être elle a eu moins 1 ou 2%. C'est ça. Pourtant, plus de 60% des électeurs, ce sont des femmes. Donc, les femmes se laissent utiliser. Ça pose un problème. Je crois que, au niveau, par exemple, quand vous regardez, au niveau de la législation nationale, au niveau des textes, mais les droits sont en réalité garantis. Effectivement. Les droits sont garantis. Mais à l'intérieur des partis politiques, au niveau des institutions, quand il s'agissait de faire respecter cette loi, mais on n'a pas des structures féminines dynamiques capables d'imposer ces comportements. Par exemple, on a 43 ministres. Combien de dames? Le quota n'est pas respecté. On a 8 gouverneurs. Aucune femme. On a combien de préfectures? Combien de femmes? Peut-être 5 préfètes seulement. Combien de maires? Même au niveau des collectifs. Mais les femmes sont en train de respecter parce que la minorité qui se croit intellectuelle, dès que cette minorité trouve son compte, le bouquin est fini. Ils font du bruit, ils peuvent faire une manifestation, embobiner les autres qui ne comprennent pas. On leur dit, bon, venez prendre une ou deux postes, alors laisse tomber. Je crois que c'est le moment, en réalité, pour les femmes, en tout cas, parce que bientôt il y aura encore la journée de la femme nigérienne, mais je crois que les femmes doivent se ressaisir, faire des projets réellement porteurs qui peuvent consacrer le développement au niveau de la femme rurale. Si elle considère que les hommes ne peuvent pas leur faire à leur place, c'est à elle également
de ne pas être complice des hommes à l'intérieur des structures politiques et à l'intérieur des centres de décision pour prendre seulement leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt des vraies femmes nigériennes. Ce que j'appelle vraies femmes nigériennes, c'est la femme rurale. Ok. Il y a quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à dire. En résumé, madame, en résumé, ce que, franchement, en résumé, par rapport à ma position et la position de Brema, c'est que ce qu'on entend effectivement, le défaut, votre défaut, parce qu'aujourd'hui, je considère que vous représentez la femme nigérienne sur le plateau, c'est-à-dire, votre défaut, c'est que vous ne faites pas un combat sincère et honnête au nom de la femme. Vous faites un combat camouflé pour régler vos propres problèmes. Selon vous, s'il vous plaît, non. Quel est le combat? Le combat que vous devez faire, effectivement, c'est de créer les conditions. Regardez toutes les organisations féminines. Aujourd'hui, ils savent que très bien la majorité de leurs militants sont dans les zones rurales. Aujourd'hui, ils sont minoritaires, les organisations que vous allez prospecter et vérifier qui ont des antennes jusqu'au dans les villages. Et ça leur permettra de remonter les informations et savoir les vraies préoccupations de ces femmes rurales. Et en ce temps-là, quand ils auront ça, le niveau central prend ça en charge et personne ne peut nier ça parce que c'est du concret. Et je vous dis qu'ils vont avoir même des hommes dans le combat parce que, quel que soit, si c'est les conditions très difficiles de la femme, quel que soit l'homme, c'est sa maman ou sa soeur ou bien sa fille. Il est obligé de faire son combat. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que, regardez, je n'ai jamais vu les organisations féminines du Niger marcher ou bien faire un sitting pour régler un problème qui est presque général pour les femmes rurales. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Et je n'ai pas vu ça. Sauf peut-être erreur de ma part, je n'ai pas vu ça. Alors que vous ne pouvez pas défendre quelqu'un où la grande majorité de vos militants sont ailleurs et vous faites le combat pour une minorité qui est en ville. C'est ça le défaut. Et ce n'est pas parce qu'on est contre ces organisations-là. Non, on leur donne des pistes pour qu'elles soient plus pondérantes, plus efficaces à la matière et qu'elles puissent avoir même des adhérents hommes qui vont les accompagner dans ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour quoi que ce soit, ce n'est pas qu'on a des appréhensions sur leur mouvement, de quoi c'est ça. Non, vous avez créé une structure au nom de la femme, vous n'avez pas, parce qu'il n'y a pas une structure qui disait que c'est une structure féminine, c'est une structure des femmes citadines. Vous créez une structure, c'est pour toutes les femmes. Et que ces femmes-là, la grande majorité, elle est rurale. Donc pourquoi vous ne créez pas les conditions de récapituler tous les problèmes de la femme rurale? Vous posez ça sur la table du politicien. Et vous allez voir, s'ils sont bien organisés d'ici jusqu'au niveau village, et qu'ils posent un problème réel de la femme nigérienne sur le plateau, et que tout politicien il est obligé de regarder ça, et il ne va jamais faire le semblant. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de leur faire, c'est du semblant. Même le quota de 15% qu'on a dit que c'est devenu une loi, elle n'est pas respectée. Parce que les mêmes politiciens, ils savent qu'en réalité, c'est juste un camouflet de la chose. Ce n'est pas de la sincérité qui est en train d'être faite. C'est ça la question. Aujourd'hui, on augmente ça à 35% ou à 30%. Et vous allez voir, madame, même la matérialisation, que ce soit une loi, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce qu'on ne croit pas. C'est-à-dire même ces politiciens-là, ils ne croient pas à l'engagement honnête de ces femmes vis-à-vis de ce combat. Ailleurs, ils ont dépassé le quota même. Oui, donc c'est ça. C'est la parité. C'est la parité. Ailleurs, ils ont c'est la parité même. Parce que le combat là-bas... Au Sénégal, c'est la parité. Oui, au Sénégal, c'est la parité. Parce que là-bas, le combat, il est honnête et il est sincère. Ce n'est pas un combat de camoufler au comment on va s'organiser pour accéder au pouvoir ou bien pour accéder au poste. Non, non. Aujourd'hui, je vous dis dans le contexte actuel, si le combat féminin là est honnête, le genre sera l'homme. Je vous dis, le genre sera l'homme. Parce que vous allez partir aux élections, vous allez voir que l'Assemblée, c'est la garnisse uniquement des femmes. Oui, parce que vous êtes majoritaire. Si vous constituez 50% ou 60% des électeurs, si vous décidez que vous placez chaque femme à la place qu'il faut et vous décidez de la porter, vous l'élisez, qui va l'empêcher d'aller au niveau de son poste? Et là, c'est les hommes qui seront
maintenant minoritaires, et c'est eux qui vont se contenter du quota. Comme ça, vous allez demander une journée aussi. Mais ce n'est pas une journée de la femme. Mais on est obligé parce que c'est la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et vous êtes majoritaire. Mais voilà le problème, madame. C'est votre combat, il n'est pas sincère et il n'est pas honnête de l'intérêt général. Ça va être sincère, ça va être et on le souhaite vivement pour ça. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, si la femme réussit au Niger, c'est vraiment le Niger qui va réussir. Parce que la femme, elle est un tout. Vous êtes conscient. Mais on est plus conscient plus que vous. Parce que nous, on est conscient même que vous minimisez même votre importance vis-à-vis de l'aspect social. Par rapport à nous autres, nous, on sait. Tout homme, il sait qu'il a une mère. Tout homme, il sait qu'il a une soeur. Tout homme, il sait qu'il a une femme. Et il sait la place qu'occupe une mère. Tu connais la place qu'occupe une femme. Tu connais la place qu'occupe une soeur. Et tu sais que ce n'est pas n'importe quelle place. C'est clair. Mais vous minimisez, c'est-à-dire votre place dans la société à tel enseigne que vous vous laissez entraîner par l'esprit occidental qui jure avec nos mœurs. Alors que même de point de vue mœurs, nos mœurs protègent la femme plus que les mœurs des occidentaux. Parce que le problème dans le contexte actuel, la femme occidentale qui vous parle dans ce combat-là de quotas, elle parle de quotas. Pourquoi? Parce qu'elle souffre. Elle souffre. Oui, elle souffre. Parce que, allez-y consulter les couples des occidentaux là. Même de point de vue charge, les charges sont partagées de point de vue foyer. C'est 50%, 50%. Et c'est pourquoi elle parle des conditions de la femme. Vous, ici, là, tout homme qui va créer, décider, dire que non, il faut coûte que les charges se partagent. En tout cas, je suis sûr qu'il suffit que vous le convoquiez, soit à la justice, soit au niveau des associations islamiques, on va lui dire qu'il ne répondait pas aux critères d'être un chef de ménage. C'est clair. Et ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire et la religion et les mœurs, ils vous ont donné des droits. Maintenant, c'est ces droits-là que vous devez créer pour que vous soyez dans vos droits réellement. Mais vous faites un autre combat parce que les gens ont étudié et ils ont des acquaintances un peu politiques et politiciens et ils ont des acquaintances intellectuelles et ils croient que dans tous les cas, elles sont plus malicieuses que les sœurs qui sont là-bas. Donc, il faut profiter aussi au nom de ces sœurs pour se placer et se positionner alors que dans le fond, ce n'est pas le combat de ces sœurs-là. Voilà votre défaut. Sinon, vous pouvez réussir et vous pouvez avoir même l'aide des hommes si vous êtes honnête dans votre combat de protection de la femme. Ok, merci beaucoup en tout cas. Je vous ai largement donné le temps. Vous avez largement discuté de la journée internationale. On a l'impression comme si tu n'es pas content. Mais écoutez, comment est-ce que vous êtes deux ici? Retournez à la maison, vous allez voir ce que madame vous prépare aujourd'hui. D'accord. Non, nous reconnaissons la valeur de la femme. Hein. Non, je sais de ce que vous parce avez que ça dit nous choque, ici, nous, ça nous choque que vous n'arrivez pas à vous organiser pour défendre vos intérêts qui sont là. Les droits. Nos mœurs et nos religions vous ont donné tous les droits. D'accord. C'est bon. On a entendu, on va prendre acte. Le ministère nous écoute de toutes les manières. Prenons acte, nous les femmes, et on va faire le combat. On le souhaite vivement, vraiment. On le souhaite vivement. On va faire le combat pour nos sœurs qui sont au village. Nos mamans qui sont au village, pour qu'il y ait moins de difficultés. Merci. Voilà. On le souhaite vivement pour vous. Voilà, le 13 mai, ça va changer. Espérons. Voilà, donc nous allons progresser avec le second point. C'est par rapport à l'audit au niveau donc, du ministère de la Défense nationale. Vous avez vu avec la sortie médiatique du ministre porte-parole, ça a suscité beaucoup de réactions. La réaction vient de partout. Il y a le SAMAN qui a fait une déclaration dans ce sens. Il y a également l'association des jeunes avocats et le ministre de la Justice, Moro Amadou, qui était également devant les médias pour expliquer justement l'audit. Et il y a, pour terminer, le PNDS Tareya, qui a également animé une déclaration pour justement éclairer également l'opinion nationale et internationale sur d'abord l'élément, l'enregistrement du ministre Katambe et également l'audit. Voilà donc, monsieur Daouda, puisque Dambaji vient de terminer tout de suite, il va s'essouffler un tout petit peu. Monsieur Daouda, qu'est-ce que vous pensez donc de la suite donnée justement à l'audit, avec les sorties médiatiques des uns et des autres? Bon, pour ce qui concerne les réactions de beaucoup de corps constitués par rapport à l'audit du ministère
de la défense nationale. D'abord, comme à tous les Nigériens, nous avons suivi la quintessence quand même de ce que le gouvernement a dit. Je crois qu'on a fait le débat la dernière fois. On a entendu la réaction des magistrats et de l'association des jeunes avocats. Ce qui a même poussé le ministre de la Justice à faire une sortie pour tenter de justifier la communication du gouvernement. Je crois qu'il aurait dû même se taire parce que, bon, dans tous les cas, il est aussi membre du gouvernement. Le gouvernement a déjà fait sa communication, on a compris la position du gouvernement. Donc, il ne doit pas même s'apprendre aux magistrats. Et heureusement qu'après sa déclaration, les jeunes avocats également sont sortis pour confirmer ce que le Samana a eu à dire. Je crois que on ne dit pas en réalité qu'il n'y a pas eu de réforme au niveau de la justice. Mais nous, je crois que les gens se parlent d'un fait. Il a eu vol, il a eu escroquerie, il a eu détournement. Il a eu complot. Voilà, il a eu de tout, quoi. C'est ça les gens condamnent. Et c'est d'ailleurs ce qui va m'amener à scruter un peu la réaction du PNDS. Parce qu'ils ont également fait une sortie. D'abord, eux-mêmes, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette déclaration. Parce que à la place, au lieu de convaincre l'opinion, en tout cas, si c'est au nom de l'opinion quand même, je crois que ça, je ne l'appelle pas ça une déclaration, j'appelle ça de la diarrhée verbale. Oui. Parce qu'il y a un fait qui est là. Ils n'ont pas nié d'abord le fait qu'il a eu détournement. Ils ont reconnu que l'audio émane effectivement du ministre de la Défense. Et nous avons tous écouté l'audio. On sait, nous connaissons la position du ministre de la Défense par rapport à cette question. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause ce que Katambe a dit, normalement, ils doivent même se taire. Mais en réalité, ils ont même aggravé la situation. Au lieu de chercher à convaincre, ils ont encore gaffé. Et je vais vous expliquer. Premièrement, dans leur communication, ils ont montré à la face du monde ce que beaucoup de Nigériens pensaient. Parce que beaucoup de Nigériens pensaient que d'abord le président de la République, contrairement à ce que la Constitution lui a demandé, n'est pas au-dessus des partis politiques. Ils l'ont dit dans leur communication que c'est le président Issoufou lui-même qui a demandé la convocation d'un congrès de son parti pour élire le candidat aux élections de 2021. 2 ans avant. Alors que le président de la République est au-dessus des partis politiques, il n'a pas de parti. Donc je ne sais pas comment ça les a échappés. Ils l'ont fait. Ça, c'est un problème. Une chose encore qui m'a vraiment surprise, ils ont divulgué des choses qu'on ne devait pas divulguer. On est en situation de guerre. Le Niger est attaqué de toutes parts. Ils l'ont reconnu eux-mêmes. Mais je ne vois pas la pertinence de donner les effectifs des forces de défense et de sécurité. Et corps par corps. Corps par corps, ça veut dire que c'est comme s'ils ont bipé l'ennemi. En lui disant, voici exactement le nombre d'hommes que le Niger a. Ça, c'est un scandale. Un scandale très grave. Et j'ai la certitude, si c'était un autre parti politique, autre que le PNDS, actuellement, ceux qui ont eu la déclaration allaient se retrouver dans des prisons. On allait dire qu'ils ont posé des actes qui peuvent démoraliser des troupes. Ça aussi, c'est très mauvais. Voilà, troisième chose, c'est le fait d'essayer de dévier le problème pour essayer de l'amener sur un terrain politique. Non, cette situation n'est pas politique. Ce n'est pas une situation, c'est pas un problème politique. Que ce soit des opposants, que ce soit ceux qui sont au niveau du pouvoir. Et j'en ai la certitude, même parmi ceux qui étaient comme figurants dans la salle, là, au niveau
au niveau lors de leur déclaration, il y a la certitude que beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette communication. Il y en a la certitude que s'ils ont vu le communiqué avant, ils n'allaient pas laisser assez que les télés les filment. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Celui qui accepte de protéger un voleur, il est aussi un voleur. C'est un complice. Il est un voleur. Oui. Et j'ai la certitude, beaucoup d'entre eux pensaient que leur bureau politique a des éléments susceptibles de démentir tout ce qui s'est passé. Mais si c'est pour confirmer, mais là, écoutez, ils n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à vraiment faire ce que, cette fois-ci quand même, ce n'est pas une minorité, c'est que la majorité des Nigériens est en train de dire. Il n'appartient pas, on a dit au gouvernement, de décider de la manière dont cette question doit être réglée. Ils disent que c'est provisoire, que l'audit est provisoire. Bon, ça, mais comment quelque chose qui est provisoire, déjà, le gouvernement a décidé de qui doit payer, qui ne doit pas payer. Là, il y a un problème. Quand ça va devenir définitif, même, je te dis, celui qui va le rendre définitif là, ils n'ont qu'à donner ce qui est provisoire, mais c'est provisoire, c'est des pistes d'enquête. Ils n'ont qu'à donner ça à ceux à qui la Constitution a donné le droit de protéger l'économie du Niger. Donc, il y a le pôle économique de la justice, ils n'ont qu'à leur donner, voir au niveau de ces processus de passation de marché, est-ce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans des situations de détournement, oui ou non? Parce que là, ils sont en train de... C'est comme si on est en train de montrer que c'est une question de rapport de force. Je crois qu'ils doivent faire extrêmement attention. Okay. Parce que c'est une situation très compliquée. Si ça là, ça passe, on l'a dit la dernière fois et on le réitère, si ça là, ça passe, le Niger est vraiment en danger. Le Niger est en danger parce que ça sous-entend que tous les régimes qui vont encore se succéder vont faire pire. Et si même on prend même des fonds alloués à la défense, on les dilapide, on tire nos soldats, on refuse d'envoyer parce que des gens ont des colorations politiques, on leur dit de les amener devant les tribunaux. Alors là, si la politique est supérieure ou le parti est au-dessus de l'État et de la nation, alors là, c'est grave et c'est dangereux. Oui, mais ce sont là. Oui. Qu'est-ce qui vraiment, depuis donc l'audit, on voit des voix se lèvent pour contredire ou pour appuyer ce que le message donc du gouvernement par rapport à l'audit là. Mais qu'est-ce qui fait également donc bouger les choses? Pourquoi le PNDS Taraya aujourd'hui est sorti pour faire une déclaration par rapport à ça? Oui, et madame. Qu'est-ce qui dérange en fait? Non, c'est pas qu'est-ce qui dérange dans ce cas d'espèce, c'est que vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, excusez-moi du terme, le PNDS, il faut poser la question. Pourquoi cette fois-ci c'est le parti PNDS seul qui a fait la déclaration? Sans la MRN. D'habitude, face à des choses comme ça, c'est la MRN qui se réunit pour faire la déclaration. Maintenant, pourquoi pas la MRN? Point d'interrogation. Allez-y, investiguer. Ça, c'est un. De deux, vous savez, la justice en tant que telle, si on la résume de manière littéraire, c'est un moyen d'assigner une pédagogie de vivre ensemble. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est réellement le manque de pédagogie en gestion de la chose publique. Pourquoi manque de pédagogie? Parce que c'est lui ou celle qui a appelé constitutionnellement à assigner la pédagogie à tout citoyen pour qu'il comprenne que le bien public est sacré, et cela est consacré par l'article 41 de la Constitution. On essaie à chaque moment de l'empêcher d'accéder à son travail constitutionnel, et à chaque fois on essaie de dévier ça pour transformer ça sur le plan politique. Ça ne fait que produire ça. Si vous voulez l'appeler,
Ce même système, à son arrivée, il n'a même pas fait 2 mois. En conseil de ministres, ils ont claironné à qui veut l'entendre qu'il y a un fournisseur qui a pris 1,5 milliard et quelques millions alors qu'il n'a pas fourni. Oui. Et ils ont transmis le dossier à la justice. Pourquoi en ces temps-là, ils ont transmis le dossier à la justice? Ce n'est pas les mêmes faits. Ce ne sont pas les mêmes faits. Ça, c'est de 1. Quand ils ont transmis le dossier à la justice, le ministre de la Justice était venu, si vous vous rappelez, à l'Assemblée, au sein de l'Assemblée. Il a dit, il a expliqué, il a dit au nom de l'Alliance. Ils ne peuvent pas poursuivre parce que ça risque d'entamer leur alliance. Ça veut dire que le conglomérat des partis politiques qui sont au pouvoir, leur intérêt est supérieur à l'intérêt national. La nation. Et regardez, par finir, ils ont dit qu'il a payé. Qui a la preuve qu'il a payé parce qu'il n'a pas fait face au juge? C'est le juge qui détermine maintenant s'il a pris, s'il a payé, il amène le reçu au juge et il archive ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme qui va permettre aux Nigériens de savoir si réellement l'intéressé... Il n'y a pas de trace dans ce cas d'espèce. Et les jeunes des fonctionnaires ont fait la prison pour le même dossier. Mais lui, il ne s'est même pas présenté devant le juge. Et je suis convaincu d'une chose. Allez-y fouiller dans ces nouveaux dossiers. Il y a forte chance que vous retrouviez son nom dedans. Je ne sais pas. Mais alors que si elle a été devant le juge dans le passé et que le juge a prononcé la sentence et qu'on l'a frappé et conformément à l'acte qu'il a posé, il ne va pas récidiver. Si réellement il y a son nom. Il n'aura pas le marché. Il n'aura pas le marché parce qu'il sera disqualifié. Il faut qu'il y ait des Nigériens honnêtes qui vont faire ça. Et aujourd'hui, ils ont constaté en ce temps-là que lui, ça c'est comme rien ne s'est passé. Le cas de 2 ministres était arrivé, si vous vous rappelez. Ils ont été limogés du gouvernement et on a fait un simulacre. Ils étaient revenus au gouvernement. Le cas du DG de Caïman, il a même fait quelques jours ou quelques semaines en prison. Et par après, maintenant, il est où? Mais qu'est-ce qui va gêner aux autres de venir faire pire? Parce qu'il n'y a pas de pédagogie pour imposer un comportement vis-à-vis des biens publics. C'est ça, madame. Et c'est ça qui a amené le parti PNDS. Il s'est vu en droit de croire qu'il peut se substituer en réalité à l'État. Erreur monumentale. Parce que l'État en tant que tel, elle est organisée par les dispositions de la loi fondamentale qui est la conscience. Et chacun a sa sphère de compétence dans la gestion de la nation. L'exécutif a sa compétence avec le président de la République. L'Assemblée a sa compétence. Et le pouvoir judiciaire est une réalité parce qu'il est consacré par la loi fondamentale. Et vous faites empiètement à ce pouvoir. Quand on parle, vous transformez ça sur le plan politique. On y va voir. Parce que je sais que ce dossier-là, là où c'est un dossier exceptionnel, madame, là où c'est un dossier, si c'est provisoire, pourquoi ils vont demander aux autres de payer? Sur quelle base? Si c'est provisoire. Provisoire, ça veut dire que vous m'avez accusé sans qu'on m'écoute pour faire la confrontation et arrêter. C'est à ce stade-là, sans qu'on m'écoute, on me dit de venir payer. C'est ça provisoire. Et sur quelle base ils vont demander à ces gens-là de venir payer? Et ils ne sont pas habilités à faire ces confrontations-là. Vous avez entendu ce que le ministre de la Justice avait dit? S'il te plaît, le ministre de la Justice, moi je considère que... Oui. Non, s'il vous plaît. Le ministre de la Justice, il est dans son rôle en tant que membre du gouvernement, mais il n'a pas été sincère. Il ne s'est pas senti ministre de la République. Ah bon? Il s'est senti ministre du gouvernement. Donc il a pris parti. Mais c'est clair. C'est clair, madame. Là où on va nous faire comprendre que le procureur de la République ne peut pas sauter saisir face à un dossier de la République tel qu'il n'a pas la permission du ministre de la Justice. Même si nous sommes néophytes du droit, il y a au moins le bon sens. C'est clair. Et dans ça, là, parce que Saman est sorti, clairement détaillé ce qui se passe n'est pas honnête et n'est pas sincère, et c'est un danger pour la viabilité du principe démocratique, on l'accuse d'être politicien. Donc les gens ont eu un moyen par lequel, à chaque fois,
ils camouflent les choses pour travestir les lois et règlements du pays afin qu'ils puissent sortir sains et saufs. Wallah, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Et c'est ça qui nous amène à dire aux Nigériens, franchement, je suis d'accord avec le principe que le 15 mars, là, il faut que tous les Nigériens sortent. Parce que ce n'est pas un combat politique. C'est un combat démocratique. C'est un combat pour la restauration du principe démocratique. Les gens ne demandent pas le pouvoir. Il y a autorisation. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs mécanismes. Vous interdisez, on peut, les uns et les autres peuvent saisir la justice. Et si la justice donne l'aval, son accord, je ne vois pas. Là aussi, vous dites que vous allez interférer par rapport à la décision de la justice. Je pense bien qu'on sort du cadre démocratique et on rentre dans un autre cadre. Et je suis convaincu que les Nigériens vont s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes respecté en tant que pouvoir, c'est parce que les lois et les règlements du pays font obligation aux citoyens de vous respecter comme dirigeants. Mais si vous ne les respectez pas, à telle enseigne de manière flagrante, là, ça sera autre chose. Je ne souhaite pas, et je ne souhaite pas qu'il soit arrivé à ce point où la justice va autoriser et qu'ils disent que les gens ne vont pas sortir. Donc, dans ces cas d'espèce, madame, franchement, nous sommes en danger. La démocratie nigérienne est en danger. Et je vous dis que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le seul responsable qui peut régler ce problème, c'est le président de la République. Il ne faut pas passer par quatre chemins. Parce qu'aujourd'hui, il règle ce problème, il sera le premier à sortir grandi. Il ne règle pas ce problème, il sera le premier à être accusé. Par rapport à tout et par rapport à l'histoire. Donc, dans ce cas d'espèce, il faut que le PND cesse de s'agiter pour ne pas induire le président de la République en erreur. Personne n'a dit que les gens vont engager le combat pour chasser le PNDS. Mais on veut que le principe démocratique soit respecté dans la règle de l'art. Et on ne veut pas rupture d'égalité entre les citoyens dans le processus judiciaire. Aujourd'hui, on a des cas qui sont précis, qui sont palpables. Aujourd'hui, nous avons des cas sur lesquels les gens sont en mandat de dépôt. Ils sont en mandat de dépôt depuis des années. Sur les mêmes choses, sur des choses moins graves que cette chose. Parce que les autres, c'est seulement le détournement des biens publics. Alors qu'ici, il y a détournement des biens publics et il y a une tentative, en réalité, dans les faits, de complot à l'assassinat. Parce que quand vous détournez ou vous fournissez des munitions défectueuses à des militaires et qu'ils seront face à l'ennemi, et c'est à ce là qu'ils déclenchent les choses, ils constatent, mais ça veut dire, et on les tue. Je pense bien que aussi vous devez répondre à ça, parce qu'il y a l'histoire du sang dans les mains. Donc c'est un dossier extrêmement grave, très sensible, à tel enseigne que nous souhaitons vivement au président de la République que Dieu lui donne la force et la chance de dire non, il n'est pas d'accord avec ça. Il faut que ça soit clairement défini dans la règle de l'art, dans le respect des principes judiciaires, et que tous les Nigériens sont sous la même loi et ils doivent répondre chacun à la proportion de son acte, et que seul le juge est habilité à savoir qui a fait quoi et qui a fait quoi et qu'est-ce qui lui correspond par rapport à sa faute, conformément à la loi, et il applique la loi. C'est tout ce qu'on souhaite du président de la République. Bon, nous allons également refermer ce chapitre donc, du ministère de la Défense. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les prochains jours nous édifierons davantage par rapport à ce dossier, parce qu'il y a déjà d'autres audits aussi qui peuvent donner aussi d'autres résultats. D'accord, voilà. Donc, le troisième point, pour terminer, ça sera le SNEX. Le SNEX qui, comme vous le savez, a déclenché plusieurs grèves. Après un mois de grève, 72 heures d'avertissement, un autre mois de grève, finalement, le gouvernement ou bien l'État a assigné le SNEX en justice. Et le SNEX a été débouté. Donc, ce qui fait que le SNEX a retiré sa grève, a suspendu sa grève de 1 mois comme prévu, mais compte dans les tout prochains jours également relancer. C'est déjà relancé. Donc, c'est 72 heures d'avertissement. Et ensuite, emboîté par 14 jours à partir de demain. Voilà. Donc, là aussi, pour Daouda, finalement, les citoyens ne comprennent plus dans quelle tournure ça prend. L'aspect de grève, l'aspect de justice.
Vous savez, le gouvernement est en train d'aller vers l'étude de fuite en avant. Vous pensez qu'il peut jouer à l'usure. Je crois qu'au lieu d'assigner le SNEX à justice par rapport à ce mode de grève, il aurait dû créer les conditions de dialogue. C'est un gouvernement et on ne parle pas de n'importe quel problème, on parle de problème de l'enseignement supérieur. Les problèmes sont clairs, le gouvernement a déjà signé un protocole d'accord depuis l'année passée. On demande tout simplement au gouvernement de respecter les points d'accord. Ce n'est pas sorcier. Peut-être qu'en assignant le SNEX à la justice, l'espoir du gouvernement est que les juges vont dire que catégoriquement, les enseignants-chercheurs n'ont plus le droit d'aller en grève. Mais malheureusement, pour l'État du Niger, les juges ont juste débouté le SNEX au niveau de la forme. Parce que le délai, en réalité, du préavis n'a pas été respecté. Et le SNEX a encore marqué des points en montrant qu'eux, ils peuvent respecter la loi, les décisions de justice. Ils ont levé leur mot d'ordre. Ils ont respecté donc la décision du juge. Mais automatiquement, ils se sont conformés. Ils ont relancé un autre préavis. Et je crois que c'est à partir de demain que ça doit commencer et pour une grève de 14 jours. Ça veut dire que jusqu'au niveau des congés de Pâques, il n'y aura pas cours au niveau des universités publiques du Niger. Mais avec tout ça, là, ils ont lancé, jusqu'au niveau des congés de Pâques, on ne sent pas quand même le souci de l'État, du gouvernement. Le ministre, depuis que cette grève a commencé, ça fait pratiquement maintenant près de 2 mois, on ne sent même pas la présence du ministre de l'enseignement supérieur. On ne sent pas la présence des autres membres du gouvernement. On ne sent pas la présence des autres institutions de la République. Des parents d'élèves même. Des institutions d'abord de la République. Je crois que pour un État, on ne peut pas avoir un problème sans solution. C'est vrai, moi je suis convaincu d'une chose. C'est vrai, les anciens chercheurs sont en train de se cramponner sur la question de la démocratie au niveau des universités, au niveau de la nomination des recteurs et des vice-recteurs. Je suis sûr que si le gouvernement accepte de s'asseoir, et on l'a dit la dernière fois, sur une même table avec ses enseignants-chercheurs, et que le gouvernement arrive à résoudre l'essentiel des problèmes, en tout cas des points d'accord, je suis sûr que le SNEX peut accepter le principe, même s'il aura la nomination de manière temporelle à terme de test, le SNEX peut l'accepter pour qu'on puisse sauver l'année. Dans tous les cas, personnellement, et je l'ai dit depuis la dernière fois, depuis l'année passée, qu'à 100%, moi je ne suis pas d'accord avec le SNEX par rapport à cette question d'élection ou de nomination. Et à l'époque, on l'a dit que si le SNEX, le gouvernement a pris cette décision, c'est parce que dans le passé, les enseignants-chercheurs ont laissé des failles. Les enseignants-chercheurs ont laissé des failles. C'est ce qui a donné la force au gouvernement pour imposer cela. Ils le savent, le bureau exécutif national du SNEX le sait pertinemment qu'il y a des enseignants-chercheurs qui n'assument pas leurs activités. Mais ils sont protégés. Politiquement. Ils sont protégés. Je crois que même quand vous voulez revendiquer vos droits, il faut également assumer vos devoirs. Et moi, je ne suis pas d'accord avec un principe syndical qui doit accepter la protection des militants indélicats. Je ne suis pas d'accord avec ce principe. Ils le savent qu'ils sont nombreux. Ils savent qu'il y a des chercheurs qui ne font même pas, qui n'assurent même pas les cours, mais qui peuvent faire des évaluations. Dernière nomination, Donc, il y a eu qui peuvent faire des évaluations. Qui ont été nommés. Donc, c'est-à-dire, tout ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, au niveau de la nomination, au niveau des recteurs, c'est vrai, c'est ce que le SNEX est en train de montrer, mais j'ai la certitude que ce n'est pas ça
le véritable problème. Le problème est d'abord financier. Le véritable problème financier. Mais l'État refuse de régler ces problèmes. Quand l'État refuse de régler ces problèmes, parce que la dernière fois je l'ai dit et j'ai vérifié, l'État n'a pas versé les droits statutaires. Et on est aujourd'hui le 8 mars. Et normalement, bientôt, depuis fin février. Ça veut dire que le Sénex, le bureau secteur du Sénex a bien vu de ne pas lever le mot d'ordre sur la base de ses promesses. Parce que ces gens ont de tout temps menti. Ils signent des protocoles et ce n'est pas seulement avec le Sénex. Aujourd'hui, il y a des tonnes de protocoles d'accords signés entre le gouvernement et les partenaires sociaux qu'on n'a jamais respectés. Et dans tous les secteurs. Mais écoutez, de qui se moque-t-on? Dans toute cette situation, moi, ce sont ces pauvres étudiants qui me font pitié. En tout cas. Chaque jour, ils se lèvent pour aller à l'université, revenir. Malheureusement, l'association des parents d'élèves ne se soucie pas également du problème de leurs enfants dans certains pays. Mais écoutez, dans cette situation, les premières personnes qui vont sortir sont les parents. Parce que si les enfants sont victimes, automatiquement, les parents sont également victimes. Et on l'a dit, pour ces membres du gouvernement, ça ne leur dit absolument rien. Parce qu'aucun n'a son enfant au niveau de ces universités publiques. Ça, c'est notre problème, nous les pauvres. Alors, il nous appartient. Et il faudrait donc, dans ce cas, une association des parents d'élèves véritables, d'étudiants véritables, capable de mobiliser les parents pour qu'on dise non à cette dérive de l'enseignement supérieur au Niger. Ok. Monsieur Dambaji, oui. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce mouvement. Franchement, quand vous faites une analyse lucide à la matière, vous constaterez de vous-même que le gouvernement n'a aucune volonté de régler ce problème. Je m'explique. Vous savez très bien que le moment où ils étaient en mouvement, il y avait eu des intermédiaires qui se sont portés volontaires, c'est-à-dire le médiateur de la République, CNDH. Je vous parle de la situation actuelle. Et à leur grande surprise, le moment où ils s'apprêtaient à pouvoir interférer entre les deux, le gouvernement a signé le Sénex à la justice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement n'a pas une alternative honnête, fiable à la matière pour le règlement de ce problème. Et là, c'est une fuite en avant du gouvernement. Et dans ce cas d'espèce, il faut qu'elle arrête à nous faire comprendre, parce que c'est son sport favori, je l'ai toujours dit. Chaque syndicat qui sort, essayer de diaboliser ce syndicat pour pouvoir faire le dilatoire et la liquider et la rendre impopulaire vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale, afin que lui, il puisse assouvir ses sales besoins politiques et politiciens. Aujourd'hui, si vous vous référez même à la dernière déclaration du SNEX, ils ont demandé l'audit des UP, des universités publiques. Parce que, madame, nous avons quelques informations sur certains faits, sur certaines universités dont les recteurs et les vice-recteurs ont été nommés. Le gouvernement, si réellement il veut la fiabilité et le contrôle, il n'a qu'à faire l'audit et publier l'audit de ces universités-là aujourd'hui, dont ils sont dirigés durant des années par des recteurs et des vice-recteurs nommés. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. Donc, et ça cache beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je sais que ce qu'ils sont en train de faire le SNEX, ils font ça de manière graduelle. Au début, ils n'ont pas demandé l'audit. Je suis sûr que ça continue. Ils risqueront de dévoiler l'insuffisance de cela dans la gestion même. Et le gouvernement n'a qu'à faire extrêmement attention. En cherchant à protéger leurs militants. Parce que je conçois que c'est à peu près le sale jeu que le gouvernement est en train de faire. En cherchant à protéger leurs militants pour liquider l'ensemble des universités nigériennes, là je dis que c'est encore malheureux et c'est extrêmement grave ce que le gouvernement est en train de faire. Aujourd'hui, si vous constatez, la majorité de ces enseignants qui sont là, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement il a sa part de responsabilité, mais je vous dis qu'aujourd'hui aussi, la défaillance, une grande défaillance de la réussite de leur mouvement provient même
d'un problème sérieux au sein du SNEX, c'est-à-dire de ces enseignants-là. Aujourd'hui, vous avez tous les enseignants en réalité qui sont tapis dans les rouages politiques. Ils n'assument pas leurs responsabilités académiques du point de vue régalien. Et ils ne cèdent pas ces places à d'autres Nigériens qui sont habilités et qui peuvent faire. Ils peuvent être au four et au moulin. Et c'est ce genre de politiciens qui veulent coûte que coûte récupérer l'aspect de la gestion des universités. Parce que quand dans les universités, on dit que telle université c'est pour tel parti politique, telle université c'est pour tel parti politique, comme recteur, vice-recteur c'est tel parti politique. Mais on est cuit, hein. On est cuit, madame. Parce qu'ils vont nommer les gens qu'ils veulent à la manière qu'ils veulent. Aujourd'hui, dans le processus de la négociation de l'année passée, il semblerait qu'ils ont eu un consensus même par rapport aux nominations. Parce que eux, le SNEX, ils ont demandé qu'ils sont prêts à accepter d'envoyer 2 ou 3 tandems au gouvernement et il prend un. Quelle concession dépasse ça? Et une nomme. Je vois pas. Quelle concession dépasse ça? Bon, donc c'est des choses, madame, quand vous partez au fond, il y a quelque chose extrêmement grave qui est en train de se passer et je pense bien que le gouvernement doit revenir au meilleur sentiment. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement grave, aujourd'hui, la grande responsabilité de ce problème, je vous dis que ça va tomber sur le bureau des associations, de l'association des parents d'élèves. Ils sont complices et co-auteurs de cette situation. Oui, madame. Oui, madame. Parce que vous ne pouvez pas vous targuer d'être, par exemple, vous êtes la maman d'un foyer où il y a des enfants et que vous voyez les enfants exposés, piétinés, on viole leurs droits et vous vous taisez parce que vous avez des acquaintances avec votre soeur ou votre complice et vous allez exposer vos propres enfants, on les piétine en violation de leurs droits régaliens. Je pense bien que si vous faites ça, vous avez trahi. Vous avez trahi, madame. Et dans ce cas d'espèce, je l'ai dit et je l'ai répété depuis la fois passée, la chance de ce gouvernement, qui est un malheur pour le pays, c'est qu'il a pu infiltrer toutes les structures organisées qui peuvent lui tenir tête, dont l'association des parents d'élèves. Allez-y voir ceux qui dirigent l'association des parents d'élèves. Oui, parce que si réellement c'est une association des parents d'élèves, c'est à elle de s'organiser et de demander au gouvernement, s'il ne le fait pas de la merde, elle va s'organiser. Elle a des antennes partout. Ne serait-ce qu'une seule journée, il tape la table, il sort. Il dit, elle n'est pas d'accord. Et je vous dis que, et leurs enfants, et même ceux qui n'ont pas des enfants à l'université, les gens vont les appuyer, parce que c'est une question nationale. C'est une question nationale. Oui. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pourtant, ils ont le droit de le faire, parce que c'est un syndicat. Et c'est consacré par les droits de la République. Ils peuvent effectivement faire ça. Ils n'ont jamais fait ça. Et tout ce temps-là, ils ne vont pas nous faire comprendre qu'ils n'ont pas la matière de la réflexion dans ce sens pour pouvoir flécher le gouvernement. Enfin, ils observent parce qu'ils considèrent que non, tout ce que le gouvernement fait, parce qu'ils considèrent que peut-être à un moment ou à un niveau ou à un autre, on partage beaucoup de réflexions de ce régime avec eux. Okay. Et là, c'est malhonnête. Si tel est le cas, céder le tablier à ceux-là qui se retrouvent à travers ces enfants pour défendre leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous constituiez en réalité un baromètre, empêcher une digue entre les parents d'élèves, entre les élèves et leurs parents et le gouvernement, et vous faites le jeu du gouvernement pour empêcher à ces parents et leurs enfants de progresser dans leurs propres droits, parce que c'est leur droit constitutionnel, et pour pouvoir régler le problème à un problème politique au détriment de l'intérêt national. Et là, c'est extrêmement grave. Je pense bien que les parents d'élèves et les enseignants et les étudiants, moi je ne les demande pas de venir sortir cassés, mais ils ne doivent pas regarder. Sincèrement, ils ne doivent pas regarder. Ne serait-ce même que faire des choses de sensibilisation. Oui, des sensibilisations. Des sorties médiatiques. Des sorties médiatiques pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord et pour montrer qu'ils ne doivent pas être passifs. C'est-à-dire des victimes passives comme ça, jusqu'à ce point. Parce que c'est les grands perdants, c'est eux. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que ce sont nos frères, ce sont les enfants qui sont là-bas. Okay, et cette structure du bureau des parents d'élèves là, elle doit veiller. Sinon, nous, la population doit marcher sur elle. sur le bureau politique, sur le bureau des parents d'élèves. Parce qu'elle a trahi. D'accord. Quand il y a quelque chose... Non, s'il vous plaît. Mais écoutez, madame, c'est flagrant ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, regardez, maintenant, aussi au vu du gens, et le regarde et l'observe, que cette situation est en train d'arriver. Et ils ne disent rien. Ils ne disent rien du point de vue même au combat
Le bureau nous suit, non? Ils vont faire une déclaration. Même durant tout ce jour-là, ils n'ont jamais fait une déclaration. Est-ce que ça résout? C'est une étape. Ne serait-ce que cette déclaration, ils n'ont jamais fait une déclaration. Sortez, parents d'élèves, si réellement vous êtes parents d'élèves. Sortez, il faut faire entendre. Au moins, il faut faire entendre votre position. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est le minimum, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Donc voilà, M. Soala, merci vraiment pour avoir accepté donc de venir sur ce plateau pour qu'on puisse discuter, décortiquer l'actualité nationale. Merci Allah Dambaji pour vraiment vos arguments. Et ainsi que Daoud aussi, par rapport donc à tout ce que nous avons eu à dire. Nous avons parlé donc de la journée internationale de la femme, le 8 mars. Nous avons également parlé de l'audit du ministère de la Défense pour terminer avec la crise SNEX et gouvernement. On se reprend dès la semaine prochaine, Inch'Allah, pour encore d'autres points, d'autres actualités, d'autres points d'actualité que nous allons encore développer sur ce plateau, Inch'Allah. Peut-être nous aurons également notre troisième invité avec nous. Merci beaucoup.